Bonjour, c'est parti pour cette suite, donc c'est la quatrième semaine. Alors oui, je voulais faire une parenthèse par rapport à un nouvel élément, pédagogiquement parlant, qui me paraît très intéressant, que j'introduis en général à partir de la quatrième semaine. Alors je vais essayer de faire une parenthèse assez brève, parce que je me connais, hein, j'ai tendance à parler et puis à plus m'arrêter, mais ça me paraît important de le faire maintenant, parce que c'est ce qui va être déterminant pour la suite de l'apprentissage des élèves au niveau des concepts, des idées mentales, puisque moi je me base toujours, hein, bien sûr, sur, sur cette idée de représentation mentale, hein, et sur le fait surtout que, encore une fois, l'esprit influence énormément le corps et non pas le contraire. Enfin, pas, c'est pas qu'il l'influence, mais c'est qu'il le dirige en quelque sorte, très souvent. C'est très souvent comme ça. Ça peut être de l'ordre de l'inconscient d'ailleurs, hein, ou du conscient, peu importe. Bref. Ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de cette quatrième semaine, pourquoi un mois? Encore une fois, c'est théorique, hein, il n'y a pas d'élèves ici, hein, donc bon, ça peut être 2 mois, comme ça peut être 2 semaines, mais on va dire grosso modo un mois, l'élève commence à maîtriser hein, plus ou moins les lectures de notes, enfin bon, pour l'instant on est sur do, ré, mi, fa, sol, aussi la sol, fa, hein, d'accord? Donc il commence à maîtriser ça, il commence à comprendre le rythme, il s'habitue aussi hein, à son professeur, il le découvre, le professeur aussi découvre son élève, bref, il y a une relation qui commence hein, quand même à s'installer logiquement, hein, d'accord? Et donc voilà, il est temps justement de transformer deux, trois choses. Donc à partir de cette quatrième semaine, on va demander à l'élève pour la semaine suivante de, comment dire, de donner ses impressions sur un nouveau morceau qu'il n'a pas encore joué. C'est un travail d'écoute, un travail d'analyse hein, auditive. Donc évidemment, bon, bah, le professeur va lui enregistrer un nouveau morceau euh, qu'il ne demandera pas d'ailleurs à l'élève de déchiffrer. Bon, bien que certains élèves ne peuvent pas s'en empêcher, hein, d'accord, mais bon, peu importe. L'idée, ce n'est pas justement c'est de ne pas toucher le piano en quelque sorte. Mais à partir de l'enregistrement du professeur, donc c'est tout simplement le morceau suivant dans la méthode, hein, tout bêtement, hein, d'accord, il ne faut pas aller chercher plus loin, hein, ok. Donc le professeur lui joue, l'enregistre, alors là vous vous débrouillez au niveau enregistrement, hein, ok, vous faites comme vous voulez, ok. L'élève donc peut l'écouter un petit peu tous les jours à la maison et l'idée c'est déjà de noter que l'élève note le maximum de choses sur sa partition. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'avec un élève qui aurait 5 ans ou 6 ans, ça va être limité, d'accord? Mais c'est pas grave, il peut quand même essayer au moins de faire ça avec ses parents, ça peut faire un investissement aussi pour les parents, ça peut être intéressant. Euh, mais en tout cas, voilà, si l'élève a déjà 7, 8 ans, 9 ans, bon là, il n'y a aucun problème, hein, d'accord? Donc, l'idée, c'est qu'il va développer en fait tout simplement des points d'appui, ce qu'on appelle les bases de données hein, cérébrales, des points d'appui musicaux ou pas d'ailleurs, ou extra-musicaux, hein, on appelle ça, hein, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son nouveau morceau, euh, il va prendre son nouveau morceau, il va prendre l'enregistrement de son professeur, il va le faire défiler, il va regarder la partition aussi en même temps, c'est important, hein, il faut qu'il ait la partition pour avoir un point d'appui aussi physique, tout de même pas seulement auditif. Hein. Et sur certaines mesures, voilà, il va essayer de suivre en plus hein, sur la partition chaque note, donc c'est très bon comme travail, hein, ce qui fait qu'au début, il ne pourra pas non plus noter beaucoup de choses, parce que bah, c'est un exercice quand même qui est tout nouveau hein, pour lui. Donc c'est très bon justement, ça demande une capacité hein, d'adaptation à de nouvelles notes, à de nouveaux sons, et donc il va essayer de noter ses impressions sur la partition. Alors, je ne sais pas, il pourra noter des couleurs, des ambiances, il pourra mettre les adjectifs qu'il veut, peut-être des sentiments, des émotions. Moi j'aime bien raisonner toujours avec les couleurs et de la peinture, mais peu importe. Après tout, ça laisse libre cours justement au développement de l'imagination, à plein de choses. Donc il y a des qualités qui vont commencer à émerger. Donc ça va éveiller l'élève sur le fait que lorsqu'il écoute un morceau, il peut penser à autre chose que do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est justement ça, hein, l'idée en quelque sorte, hein, d'accord? Et donc, il doit noter tout cela. Enfin, il doit, à son niveau, bien sûr, il va essayer de noter donc
Bon, ça dépend hein, de l'âge, du niveau de compréhension, de plein d'autres facteurs, mais peut-être qu'il pourra noter même éventuellement à chaque mesure ses impressions, ou peut-être sur une phrase entière, éventuellement justement un découpage par phrase s'il y arrive, puisque on en parle un peu depuis le début, hein, depuis qu'on fait débuter l'élève, donc peut-être qu'il va commencer à assimiler deux, trois choses comme ça, des mouvements, des directions, des couleurs, je le répète. Ça peut encore être des situations vécues, ça peut être des sentiments joyeux, tristes, sombres, lumineux, des couleurs, enfin des ambiances, tout plein de choses, d'accord. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'en fait, et pourquoi ça va changer beaucoup de choses? Pour une raison très simple. Et c'est là que la parenthèse devient intéressante, c'est que moi-même, à mon niveau par exemple, et je me souviens que ça a commencé quand j'étais plutôt ado, et ça s'est amplifié tout au long de mon apprentissage, puisqu'ado j'étais encore étudiant évidemment, hein, jusqu'à 25 ans. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, quand je démarrais une œuvre, une nouvelle œuvre, hein, je la connaissais par cœur déjà à l'oreille, en fait, en réalité. Le déchiffrage n'était pas réellement un déchiffrage, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, alors après, à côté de ça, attention, entendons-nous bien, hein, il y a toujours des exercices, hein, ce qu'on appelle les sight reading pour le déchiffrage. Ça, il y en a plein, d'accord, ok. Si vous voulez, on en parlera, c'est pas un problème. Pour faire du déchiffrage pur, hein, tout simplement, hein, d'accord, hein, ok, ce qu'on appelle la lecture à vue. Hein, ok, c'est une épreuve d'ailleurs au conservatoire, il ne faut pas l'oublier. Ce que je voulais dire, c'est que déjà à ce niveau-là, comme j'ai été initié à ce genre de pratique, c'est-à-dire que je notais plein de choses sur mes partitions, j'aimais bien, puis je voyais mes professeurs aussi les noter, ça me plaisait, hein, ce genre de choses. Donc je me suis mis à le faire moi de plus en plus, si bien que finalement, je me rendais compte que le déchiffrage n'était plus un déchiffrage. Et donc il y avait un gain de temps énorme, parce que du fait que vous, déjà avant de commencer une œuvre, vous la connaissez par cœur en quelque sorte dans votre tête, vous en avez ce qu'on appelle, encore une fois on en revient toujours à ce terme qui est omniprésent moi dans mon enseignement, vous en avez une représentation mentale parfaite, avant même d'avoir touché le piano. Donc ça c'est intéressant, avant même d'avoir essayé de déchiffrer cette œuvre. Vous l'avez analysé, vous avez marqué tout ce que vous pouviez dessus, vous l'avez écouté X fois. Moi ça m'arrive maintenant, pour vous donner un exemple, à mon niveau à moi, d'écouter une œuvre pendant quelques mois et de la jouer après, par exemple. Vous voyez, si en ce moment j'étudie telle ou telle œuvre, je sais déjà que je sais pas, j'invente peut-être que dans 3 mois ou 4 mois, mon programme là sera fini et donc je vais démarrer une nouvelle œuvre. Cette nouvelle œuvre, je suis déjà en train d'écouter X fois tous les jours pour que vraiment j'ai des idées concrètes, des intuitions musicales qui se mettent en place tout de suite, etc. Hein, d'accord, ce qu'on appelle des points d'appui, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire que tout est fait au niveau mental, au niveau cérébral, avant même de commencer à toucher, à déchiffrer la nouvelle œuvre. Donc de ce fait, quand je déchiffre, c'est ce qui fait que j'apprends immédiatement par cœur. Ça, on va dire que c'est une des raisons, attention, d'accord, il y en a d'autres. Mais en tout cas, c'est ce qui fait que je ne m'embête pas à déchiffrer vraiment tout le morceau de A à Z. Non, 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 je prends une mesure, peut-être 2 mesures, enfin ça dépend de la difficulté du morceau, évidemment, et du passage. Ça, c'est aléatoire. Mais disons qu'une fois que j'ai déchiffré, que j'ai compris au niveau rythmique, coordination, mais tout de suite, il y a le morceau qui me résonne. Donc du coup, il n'y a aucun problème. L'interprétation n'est que la confirmation de toutes les idées qui ont été mises au préalable dans ma tête pendant des mois. Rien de plus. Voilà. Ce qui fait qu'il y a un gain de temps qui est énorme. Il est bon quand même toujours de rappeler que le centre d'intérêt est un facteur qui accélère le processus mémoriel. Il faut le savoir. Les gens qui retiennent mal, très souvent, ce sont les gens... alors, il peut y avoir aussi plein d'autres raisons, d'accord, on ne peut pas généraliser, mais en tout cas, ces 2 raisons-là, elles sont vraiment omniprésentes. Très souvent, les gens qui mémorisent mal sont soit ceux qui n'arrivent pas à réfléchir forcément sur une problématique, qui préfèrent le mécanisme, ce qu'on appelle le système heuristique, ou le système logico-rythmique, ils n'arrivent pas à réfléchir, parce que la réflexion induit évidemment tout un processus mental, donc du coup, qui dit processus mental, dit mémorisation beaucoup plus rapide. Et c'est également, ça peut venir aussi du fait qu'il n'y a pas de centre d'intérêt, ce qui va de pair avec la réflexion de toute façon, parce que lorsque l'on réfléchit, au bout d'un moment, le processus de réflexion et d'inhibition cérébrale fait qu'en fait, on arrive à se créer un centre d'intérêt sur une problématique. Donc c'est la même chose en fait avec les élèves. L'idée,
c'est que déjà à ce niveau-là, ils vont écrire plein de choses, ils vont créer, en fait, ils vont s'intéresser finalement à l'œuvre avant même de la déchiffrer. Donc c'est bien de commencer, évidemment, encore une fois, je le répéterai toujours, mais la première année de piano, c'est un éveil, hein, en quelque sorte. On éveille l'élève à tout un éventail comment dire, de possibilités, de méthodes, d'organisation, de rigueur, de tout. En fait, on l'éveille finalement à tout ce qui va suivre par la suite. Et par la suite, on va exploiter à outrance, hein, si j'ose dire, hein, certains éléments de tout cet éveil, hein, n'est-ce pas? On va constater que l'élève a des facilités dans ceci, dans cela, et on va essayer d'exploiter un petit peu, à la fois, on va partir de ces facilités comme point d'appui, et puis on va essayer d'exploiter un peu les points faibles, euh, en ayant toujours une approche, hein, pédagogique, hein, enfin en s'adaptant, j'allais dire, hein, à l'élève, c'est tout à fait normal, et en le ralliant sur notre fil conducteur. Ça, c'est toujours l'idée, hein, dans l'enseignement. Et donc, bref, tout ça pour dire qu'à partir de cette quatrième semaine, il est intéressant de commencer à procéder ainsi parce que ben, on constate, alors ça on ne peut pas le faire dès le premier cours, c'est impossible, évidemment, d'accord, et même au bout de 4 semaines, je ne vous cache pas que bon, c'est pas tous les élèves qui y arriveront, c'est évident, d'accord, mais il faut les inciter progressivement à rentrer dans ce système-là, comment dire, de réflexion, c'est-à-dire que on anticipe les choses, on les anticipe de plus en plus, ce qui fait que lorsqu'on déchiffre, on a beaucoup plus de facilité parce qu'on a déjà tout plein de connexions, de points d'appui qui ont été créés. Et donc le déchiffrage n'est que la confirmation de tout ce que l'on pense en fait. Donc du coup, on n'a aucun mal à déchiffrer, absolument aucun mal. Et on mémorise en plus de ce fait beaucoup plus rapidement. Et puisqu'on mémorise plus rapidement, on avance plus vite, et etc. Tout ça, ce sont des facteurs d'accélération, hein, de l'apprentissage musical, il ne faut pas l'oublier. Moi en tout cas, ça a toujours été, enfin pas toujours, mais ouais, depuis ado, on peut dire. Ça a toujours été comme ça, depuis 14-15 ans, quoi, grosso modo, hein, que j'ai raisonné avec mes œuvres, et si bien que, bon, bah voilà, ça facilite vachement les choses, hein, faut bien le dire, hein, d'accord. Plutôt que de déchiffrer, hein, de note à note, hein, bêtement. Alors ça, encore une fois, je le répète, c'est également une épreuve, hein, le déchiffrage, on en parlera. Il y a des bouquins, hein, pour s'y préparer, autant pour l'enseignant que pour l'élève. Donc voilà, c'était la parenthèse, hein, que je voulais faire par rapport à ce travail, j'appelle ça de représentation mentale, d'imagerie mentale, hein, n'est-ce pas? À avoir le plus de représentation du texte possible, le plus d'images possible dans la tête avant de commencer un morceau. Toute la culture musicale et extra-musicale sont des points d'appui qui sont les plus importants mentalement. Voilà. Et alors une dernière parenthèse avant de continuer sur Odo on a Day, hein, on en était arrêté là avec les accords, hein, ça, ok, on va le voir. On verra aussi les gammes, les arpèges, les exercices de notes tenues. Mais pourquoi je disais que le rôle du mental, finalement, de l'esprit est beaucoup plus important que le corps? euh, pour une raison très simple, c'est que, alors c'est vrai que la musique, moi j'ai souvent pour habitude de dire que c'est une activité sensorimotrice, c'est-à-dire que ça fait appel à la fois aux récepteurs sensoriels, pardon, donc les yeux, le toucher, bon, etc., d'accord, les doigts, je veux dire, le corps de manière générale, et la mobilité, motricité, hein, d'accord, la mobilité du corps, certes, ok, mais alors, le problème, c'est que si le cerveau n'intervient pas dans tous ces processus, à la fois de mobilité, de récepteurs sensoriels, eh bien, le traitement de l'information ne se fait pas, ou se fait par ce qu'on appelle un système D, entre guillemets. On ne va pas entrer dans les détails, les termes scientifiques, mais très simplement, ce qui se passe, c'est que l'élève arrive à résoudre une difficulté X, Y, Z, il ne sait absolument pas pourquoi, parce que c'est pas passé par la case cerveau. C'est juste passé par la mobilité du corps, par les réflexes, par ce genre de choses, les automatismes. J'insiste toujours sur le terme parce que ça, il faut vraiment que l'élève le comprenne au bout d'un moment, ce qu'on appelle, je le répète, le système heuristique, basé sur les automatismes, les mécanismes, et le système logico-rythmique, qui est basé sur la pensée réflexive. Ce sont deux systèmes complètement opposés que l'on a en nous depuis toujours. Mais malheureusement, la plupart des gens se servent de ce système heuristique, c'est-à-dire des automatismes. Le cerveau raisonne aussi par association, il faut le savoir, c'est très important. Mais beaucoup trop en quelque sorte. Et donc du coup, ça se reflète au piano, c'est-à-dire que les élèves souvent associent en quelque sorte un geste associé à cela, à une difficulté, ce qui est très bien quelque part, ok, mais s'ils raisonnent d'abord comme ça par leur corps, etc., ben le signal qui est envoyé au cerveau n'est pas compris, n'est pas traité en fait. Il fait simplement un aller-retour. Et qu'est-ce qui se passe en situation de stress? Eh bien, tout est détruit. Pourquoi?
Parce que le cerveau n'ayant jamais raisonné, n'ayant jamais fait l'effort de réflexion, de raisonnement sur une problématique donnée, qui peut être un déplacement, qui peut être une erreur de doigté, qui peut être n'importe quoi. C'est là que normalement le cerveau doit raisonner, vous doit faire preuve, on appelle ça d'inhibition cérébrale, pour effacer les mauvaises connexions, pour en créer des nouvelles. Mais comme il n'a jamais fait cet effort, le cerveau, et que c'est juste l'élève qui a trouvé un système XYZ pour résoudre le problème, et bien en situation de stress, il y a ce qu'on appelle, tout le monde y passe, hein, les dérèglements physiologiques, donc au niveau du corps, n'est-ce pas? Et ça peut être aussi des règlements psychologiques. Mais s'il y a des règlements physiologiques, le corps ne faisant plus son boulot, ne le faisant plus correctement, il n'est plus capable d'envoyer ce système D, cette espèce de signal XYZ au cerveau. Et le cerveau, n'ayant jamais rien traité de toute façon, ne sait même plus quoi envoyer. Donc du coup, c'est là que tout part à la flotte. Et oui, voilà. Alors que s'il y avait d'abord une réflexion là-haut, des points d'appui qui étaient vraiment solides, points d'appui que je répète, culturels, musicaux, hein, etc., et qu'en plus, le cerveau, donc ayant réfléchi, ayant raisonné, ayant communiqué le bon signal au corps qui, lui, avec toute sa mobilité, puisque je le répète, c'est une activité là, sensorimotrice, n'est-ce pas? Donc si l'esprit avait d'abord fait son boulot et que le corps avait, tout s'était communiqué, et que le corps avait également obéi correctement et par outrance, par répétition, pardon, par nombreuses répétitions, tout s'était inscrit dans ce qu'on appelle la mémoire à long terme, c'est le principe du traitement de l'information, alors tout se serait bien passé. Et tout simplement, en situation de trac, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'un maximum de choses se conservent, parce que le cerveau a quand même fait un boulot, il a quand même fait quelque chose. Donc tout n'est pas détruit, n'est-ce pas? Alors la gestion du trac, on en parlera sur une autre, sur autre chose, sur une autre vidéo, parce que ça va très souvent de pair, comment dire, avec la préparation mentale, hein, aux examens, notamment aux auditions. Hein, ok, alors ça, on en parlera plutôt dans la dernière partie de l'année, si on raisonne par année scolaire, parce que là, c'est vrai, j'ai démarré mes vidéos en plein milieu de l'année, mais peu importe, on s'en fiche, on peut considérer que là, grosso modo, on a 4 semaines de cours, donc on doit être à peu près à début octobre. Voilà, on va dire ça comme ça, hein. On a démarré les cours au 10 septembre, hein, dans une année scolaire classique, hein, au conservatoire, à peu près, 10 septembre, on va dire. Donc là, on est grosso modo vers le 7, ouais, je sais pas, début octobre, quoi, à peu près, d'accord? C'est le 4e cours. Il restera un cours, hein, encore, un dernier cours avant les vacances d'octobre, voilà, pour situer. Donc du coup, on en parlera plus sur le mois d'avril, mai, juin, le dernier trimestre, tout simplement, voilà, le dernier trimestre de l'année scolaire, hein, n'est-ce pas, avril, mai, juin, tout ce qui est de l'ordre de la préparation mentale, ça aussi, hein, c'est quelque chose qui est hyper important, ça fait également appel aux représentations mentales, à plein de choses, et c'est très important à tout âge de commencer à initier les élèves avec ce genre de procédé, de processus, parce que c'est comme ça justement qu'on arrive à vaincre complètement, enfin pas complètement, le stress il est toujours là, il est toujours présent, mais il faut faire avec, tout simplement, il faut le retourner à son avantage. Donc du coup il y a toujours moyen, hein, de s'en sortir, mais ça on en parlera plus tard. Mais bref, vous voyez, tout ce système de points d'appui, de représentation mentale joue déjà un rôle dès le départ et se poursuivra tout au long de l'apprentissage musical. Bref, c'était quand même une grosse parenthèse. Donc je m'arrête là, hein, parce qu'on pourrait parler encore pendant longtemps sur ce sujet, parce que je considère que c'est un des fondements, hein, au niveau pédagogique, et un des fondements, un des piliers vraiment de l'apprentissage, hein, de l'élève, hein, tout ce qui se passe là-haut dans le mental. C'est très intéressant à étudier et à faire étudier à l'élève. L'élève doit devenir son propre professeur en quelque sorte, hein, il doit s'inspirer de tout ce que dit son professeur, de tout ce qu'il lui fait faire, pour pouvoir le reproduire aussi à la maison, qui sont le travail, hein, etc. D'accord? Bref, ok, on arrête là. Donc on était sur la dernière vidéo sur Dozen a Day. Donc oui, j'avais commencé à faire un petit peu de travail, je crois, avec les accords comme ça. Hein, voilà, des exercices de notes tenues avec les accords. Bon, ça c'est très bien de le faire. On peut également le faire avec les deux mains, hein, finalement, puisqu'il y a un passage, à un moment, on est vraiment comme ça. Hein, d'accord? Et puis après, il y a un Do, hein, à aller chercher, d'accord? Donc du coup, voilà, pareil, on peut également faire le même genre d'exercice, hein, ok, ça par exemple, hop, avec les deux mains, plusieurs fois, hein, d'accord? L'idée, toujours, c'est qu'on ait une certaine stabilité, hein, ici, à ce niveau-là, n'est-ce pas? Pas, attention, stabilité ne veut pas dire raideur, ça n'a rien à voir, hein, ok, on peut hop, légèrement bouger, on peut détendre, hein, le corps, mais pas de choses comme ça. Voilà, parce que là,
c'est le corps qui travaille et c'est plus les doigts. La musique reste avant tout, enfin l'apprentissage du piano, pardon, reste avant tout digital, n'est-ce pas? Et le corps vient en aide, bien sûr, aux doigts, il participe, mais tout de même, au début, il y a quand même une certaine musculature de la main à développer et souplesse également en même temps, ok? Donc tout ça, c'est important d'avoir une certaine stabilité à ce niveau-là, hein, n'est-ce pas? On imagine toujours hein, qu'il y a cette règle, hein, j'en avais parlé, hein, d'accord? Donc voilà, on peut le faire avec les deux mains, chaque note, ou alors par deux notes. On peut tenir les do, par exemple, et puis jouer les mi et les sol. Ok. Voilà. Pour un élève qui débutera, ben, mine de rien, c'est pas évident, hein, n'est-ce pas? Voilà. On peut tenir les mi enfoncés et jouer les do et les sol, hein, n'est-ce pas? Voilà. On peut tenir le sol, les sols enfoncés et jouer les do et les mi. Etc. Je vérifie juste une minute, pardon, il faut toujours que je regarde. Ok, c'est bon. Donc voilà le genre d'exo qu'on peut faire hein, là-dessus. Alors ensuite, on a un petit déplacement à la fin. On a un dos à aller attraper là-haut, hop, d'accord. Alors là, c'est toujours pareil, je crois que je l'avais dit dans une vidéo précédente, mais tout ce qui est déplacement, ben, soit l'élève a la chance d'avoir une main suffisamment grande et donc du coup, il peut plaquer l'octave. Donc dans ces cas-là, pas de problème, on va essayer de laisser le dos enfoncé comme exercice. Et faire mi et sol, et puis après le do là-haut, voilà par exemple, hein, ok, soit c'est pas le cas, et puis de toute façon il faudra bouger, d'accord, donc dans ces cas-là, on bouge, on essaie de se servir de la touche noire, hein, ok, si on la touche, si on touche le do dièse, hop, pardon, le do dièse, elle est bonne, on a le do qui est juste dessous, d'accord, hop, voilà, hop, là on sent qu'il y a le do dièse qui est là, d'accord, hop, là voilà, ici. Ouais. D'accord, donc ça c'est bon aussi, ça fait partie de la maîtrise du clavier, c'est très bon d'arriver à sentir hein, vraiment les touches noires. Là j'ai des touches noires, hop, là j'ai un étroit, bon bah voilà, hein, c'est là, parce que là il y a le do dièse, hop, là il y a le do normal, ouais, do bécard, pardon. D'accord, ok, donc ça aussi c'est bon hein, de faire, de détailler hein, ce genre de choses. Pour qu'au niveau tactile, hein, il y ait quelque chose qui se crée, bien sûr. Il y a d'abord la raison, hein, toujours, hein, le do dièse, le do est avant le do dièse, on touche les deux touches noires, les trois, hop, celle-là, c'est ça, voilà, d'accord. Il faut toujours que ce soit raisonné et répété, les deux, d'accord. Donc voilà, un truc qu'on peut faire comme ça, hein, pour obtenir du mécanisme, c'est toujours bon à faire, ok. Bref, voilà, que dire d'autre? Bon, bah après, on essaiera comme d'habitude hein, de faire ça au métronome, comme toujours, hein, d'accord. 1, 2, voilà. Ce genre de tempo suffit largement. On est à peu près... on est grosso modo entre 70 et 80. Plutôt dans les 70 d'ailleurs, hein, ok. Voilà, c'est bien. Après, ça dépend des élèves, hein, bien entendu. Hein, on peut très bien accélérer cela, hein, d'accord. Ok. Bref. L'idée, c'est toujours d'arriver à faire ça de façon métronomique, hein, assez régulier, ok. Alors, dans le deuxième exercice de Dozen a Day, nous avions donc ça. Voilà ce qui m'intéresse, c'est cette inversion, ok. Donc là, la main vient finalement se poser sur celle-là, en quelque sorte, hein, voilà. Et pareil, on peut se servir de cette fameuse touche noire ici, hein, qui est le do dièse, pour caser le deuxième doigt de la main gauche. Le voilà, ok. Cette inversion, on va la travailler. On peut très bien tenir, enfoncer le do, le mi et le sol à la main droite, ok. Se mettre dans une position hein, qui est la bonne, confortable. Toujours, pour rappel, nombril en face du dos, l'avant-bras pas trop comme ça, hein, ok. Donc on peut jouer le do et le mi et le sol, main gauche enfoncée, comme un accord. Et puis après, hop, on passe par-dessus et hop, on va chercher le do. Et hop, on revient. Et on essaie de refaire ça comme ça. Plusieurs fois, hop, do, mi, sol. Là finalement c'est le 3 qui me sert de point de repère, parce qu'il touche le mi bémol. Et là au contraire, la main vient se mettre par-dessus l'autre, et hop, je sais que voilà, on a le do dièse hein, qui est pas loin en fait, puisque là on est comme ça, hop, ça c'est encore les groupes de 3 touches noires, et hop, un petit peu plus loin, hop, on est ici, d'accord. La main vient se poser, et hop, on va un petit peu plus loin. Voilà, hop, pardon, hop, voilà. Etc. D'accord. Donc ça, c'est à répéter comme ça, X fois. C'est très bon. Ça permet à la fois de stabiliser la main droite sur ses notes, de les laisser enfoncer, toujours un exercice de note tenue. Ça permet aussi à la main gauche de trouver hein, sa position. Et hop, voilà. Et on va
va chercher le Do là-haut, et on redescend, hop, le Do, et puis la Do, Mi, Sol, donc enfoncé comme un accord, et hop, Do là-haut, on le tape, hop, et hop, voilà, d'accord? Voilà, donc ça c'est très bon comme exo, donc après on joue normalement, mais tranquillement, hop, du coup les doigts sont bien placés, hop, c'est pareil. Alors voilà. Là maintenant c'est la main droite qui va aller taper sur le dos là-haut. Donc pareil, hop, on peut travailler ça, on peut laisser le dos, main gauche, enfoncé avec son deuxième doigt. Et c'est la main droite donc qui va tourner autour de cet axe de rotation, hein, d'accord? Ok. Do, mi, sol. On les plaque, hein, les trois, et hop, le dos là-haut. Alors pareil, on a le do dièse ici hein, qui nous sert de point de repère. Hop, voilà. Bon. Ok, bref. Ok, sol, hop. Ça nécessitera d'avoir une main gauche assez relevée, hein, bien sûr, pour que la main droite ait suffisamment d'espace, puisse respirer hein, en dessous, d'accord? Si vous commencez à mettre la main comme ça, ah, ça va commencer à bloquer, hein, d'accord? Les mains vont se frotter, ça va frotter, donc le frottement est toujours dérangeant, hein, d'accord? Pour que la main puisse circuler librement dessous, il va falloir que cette main-là, la main gauche, hein, soit suffisamment haute, ok? Donc du coup, ça donnera 2, 3. Voilà. Bon. Ok, voilà. Là, c'est la notion de déplacement qui est intéressante hein, dans ce genre d'exo. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va, plus tard, on va commencer à voir, en plus, on se faire des octaves. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, je le répète encore, mais ceux qui ont la main assez grande devraient déjà travailler, en fait, les octaves quasiment dès le départ, si le temps le leur permet, hein, bien entendu. Hein, en parallèle des gammes hein, que l'on fait, des arpèges, ben, nous avons aussi les octaves, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, si on a la main bien sûr assez grande lorsque l'on débute. Pourquoi? Parce que, je le répète encore une fois, comme à chaque vidéo, mais c'est pas grave, au bout d'un moment ça rentre dans la tête, hein, c'est-à-dire que le pouce, bon, il est évident que c'est un doigt qui est fort, c'est un gros doigt, on s'en rend bien compte, mais le 5, lorsqu'on le développe, ça devient également un doigt qui est très important. Voilà, ok, il faut le savoir, ça fait partie des piliers de la main, ce qu'on appelle les piliers, vraiment, c'est là-dessus que la main repose, hein, en quelque sorte, la stabilité de la main se joue, c'est sur la capacité au cinquième doigt, la capacité, pardon, du cinquième doigt à, comment dire, à équilibrer la main, à avoir autant de poids en quelque sorte que le pouce. Voilà, ok, ce sont les extrémités de la main. Si l'une est plus faible, la main se casse la figure en quelque sorte. Si l'un est trop lourd, hein, n'est-ce pas, si le pouce est trop lourd, il va tuer en quelque sorte le cinquième doigt. Donc, d'où l'idée toujours de vouloir renforcer hein, ce cinquième doigt. Et donc là, évidemment, rien de tel que les octaves hein, comme travail. C'est très bon, ou les octaves brisées. Mais ça, c'est encore, j'allais dire, c'est plus difficile en quelque sorte quand on débute, c'est évident, d'accord? Donc si la main le permet, si le professeur dispose d'assez de temps, si ceci, si cela, alors on peut déjà commencer le travail des octaves, d'accord? Qui est très intéressant. Ok, on en parlera une prochaine fois, parce qu'évidemment, il me faudrait plus de temps. De toute façon, ça, je le détaille en général les années suivantes, hein, pas la première année, parce que bon, la plupart du temps, ce sont des enfants hein, qui débutent dans les conservatoires, et à cet âge-là, 7 ans, 8 ans, ouais, c'est pas toujours, hein, quand même, c'est plutôt rare hein, d'avoir des enfants qui plaquent déjà les octaves. 10 ans, oui, on en trouve souvent, mais 7-8 ans, quand même, c'est plutôt rare, ok? Et ça dépend, encore une fois, je le répète, de l'investissement de l'élève, du temps dont on dispose, etc. Ouais, ok. Donc ça c'est bon pour deux anodai. Bon ok, on passe au gamme aux arpèges. Alors, qu'est-ce que je regarde bien? Non, ce que j'avais noté, non, c'est bon, je n'ai rien oublié. Ok, donc du coup, bon alors les gammes et les arpèges, donc on est arrivé dans la dernière vidéo jusqu'à 120 à la noire, en noir. Donc maintenant par équivalence, on va passer à 60. 60 à la noire. On va faire les noirs sur une octave, les croches sur 2 octaves. Ok. Alors, ceci dit, c'est là que justement le professeur doit être capable hein, de s'adapter assez rapidement. Pour certains élèves, oui, je procède ainsi. Pour d'autres, je fais les noirs et les croches sur 2 octaves.
et non pas les noirs sur une octave. Pourquoi? Parce que je constate que ça laisse une trace quand même dans le cerveau lorsque l'élève fait ses noirs sur 2 octaves, et donc du coup il gère beaucoup mieux le fameux passage du 4 au 1, notamment, n'est-ce pas, quand il passe du premier octave au deuxième octave. Alors bon, ça encore une fois, c'est une question d'adaptation. Ici, il n'y a pas d'élève, donc on ne pourra pas en parler. Alors, tout simplement, je vais me permettre de faire tout sur 2 octaves. C'est plus simple, d'accord? Donc, les noirs sur 2 octaves à 60 et les croches sur 2 octaves également à 60. Ok, on y va. Bon, alors on passe sur le travail, tout le travail mental qui logiquement à ce niveau-là est bon, mais c'est toujours bien de le rappeler. Vous pouvez mettre votre métronome à 60, par exemple. Et donc, vous pouvez très bien dire les doigts de la main droite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme les croches, bien sûr. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ça, c'est pour la main droite. Pour la main gauche, donc. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là je viens de dire les doigts que je mets sur ma gamme de Do en croche. Donc à 60, d'accord? Ok, donc ça au moins c'est fait, on sait où on en est déjà mentalement au niveau des doigts. Après on peut très bien redire, comme on l'avait dit au tout début, mais normalement à ce stade-là, bon, l'élève a intégré, mais c'est pas grave, on peut quand même le redire. Do, par exemple pour la main droite, Do 1, Ré 2, Mi 3, Fa 1, Sol 2, La 3, Si 4, Do 1, Ré 2, Mi 3, Fa 1, Sol 2, 1, 1, d'accord, ok? On dit chaque note avec chaque doigt pour bien se les rentrer dans la tête. C'est toujours ce travail-là que l'on fait, bien sûr. Après, on peut très bien faire ça comme ça, sur le cadre du piano, avec le métronome. Hop, on fait notre gamme, comme ça, avec les doigts. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Bon, je vais pas la faire à gauche, peu importe, d'accord? Ok, parce que je sais pas claquer de la main droite, simplement. J'ai du mal. Donc du coup, je le ferai pas. Mais bref, d'accord. Bon, ça, c'est toujours bon à faire. Ok. Bon, alors après, on a toujours nos exercices habituels. C'est parti. Allez, on va travailler notre gamme. Voilà, comme les élèves. On travaille. C'est parti. On fait attention, toujours, la position du coude. Voilà. Voilà. Toujours, on va d'abord à la limite du corps. Et du coup, on se rend compte que la membrane n'a quasiment rien à faire. Ça dépend de la longueur des doigts, bien entendu. Attention, d'accord, ça c'est à prendre avec des pincettes, ce genre de discours. Mais ça dépend bien sûr de la taille de la main, c'est évident. Et aussi de la souplesse et de la capacité à faire tirer ce pouce-là. Aller vraiment bien loin, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Il faut être capable vraiment d'aller très, très loin comme ça, d'accord? Ce qui fait que ça minimise le rôle de l'avant-bras. Et le corps peut être vraiment détendu, puisque la main finalement fait l'effort essentiel en quelque sorte. Hop, l'avant-bras n'a juste qu'à tirer un tout petit peu, juste ce qu'il faut, d'accord? Ok. Hop, stable, à ce niveau-là, toujours. Hop, voilà, on ne fait pas tomber la main. D'accord. Hop, pardon, trop loin. Ah, là on peut inclure le Do, puisqu'on va que sur 2 octaves. Sol, La, Si, Do. Ré, Mi, Sol, La, Si, Do. Ok, on revient. Voilà, on se décale un peu, histoire de ne pas être complètement comme ça. Voilà. Bon, ça ok, c'est fait. On peut très bien faire ça aussi comme ça en plaquant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, et hop, c'est parti, hop. On peut le faire
en isolant le pouce. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On voit ça, l'avant-bras se décale toujours pour essayer d'être plus ou moins en face des notes, comme d'habitude. Le poignet ne tombe pas, etc. D'accord? Le dos bien droit, pas comme ça, pas avachi ni en arrière. Ok? Le nombril plus ou moins en face du dos, quand on démarre en tout cas. Parce que quand on est ici, c'est évident qu'on est plus dans cette position-là quand même, d'accord? Que ici, c'est évident. D'accord? D'accord? Voilà. 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 Bon, d'accord? Bon, ok, on a le piqué lié également, que j'avais montré une fois, plusieurs fois même. Voilà. Toujours bien souple, tout ça. Encore même si le doigt peut attaquer fort, le corps est souple. Mais souple ne veut pas dire qu'on va tomber. Non, ok? Il y a toujours une certaine stabilité. C'est juste une amortie du corps pour faire contrepoids avec le doigt qui lui, bam, est tranchant. Bam, 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 et le corps, hop, amorti tout ça. À tout moment, on doit pouvoir soulever. Ce qui veut dire que même si le son est fort, le corps ne crispe pas, il ne s'écrase pas. Hop. On va finir, hop, quatrième doigt, là ça devient intéressant. Passage du 4. Hop, petit décalage, toujours, pour être à peu près en face. Comme d'habitude, quand je passe le 3, je commence pas à faire un grand truc comme ça. Idem quand je passerai le 4, enfin là j'ai déjà passé, on va se remettre ici, hop, quand je passe le 4, bien sûr, c'est la main qui fait l'effort, comme d'habitude, ok, il y a une rotation ici qui se fait avant que l'avant-bras commence à faire un grand zigzag, et on se rend compte que finalement, on n'a absolument pas besoin de bouger, c'est vraiment la main qui peut très bien faire cet effort-là, elle n'a aucun problème, elle peut aller même plus loin, ok, hop, d'accord, ok, ça se développe, ce genre de choses, ok, bref. Cette méthode, le piqué lié, pour rappel, en fait, je joue une note, je joue la suivante en tenant la précédente. Et la deuxième fois que je vais la jouer, je vais lâcher la précédente. Hop. Voilà, celle-là, je la laisse enfoncer. Maintenant, la suivante, je la joue une fois, je la lâche, et maintenant, je vais la rejouer une deuxième fois, j'ai toujours l'autre enfoncé. Quand je vais la rejouer une deuxième fois, je vais lâcher la précédente. Hop, voilà. Hop. Je joue, je lâche. Je joue, je tiens, je lâche. Je tiens, je joue, je lâche. Je tiens, je joue, je lâche. Ça fait travailler tout simplement l'indépendance de chaque doigt, l'isolation de chaque articulation. Ok, on y va. 60 à la noire. Alors on va faire les noirs sur 2 octaves. On va jouer le jeu. On trouve bien sûr physiquement une espèce de détente, c'est important, d'accord? Ok, ne pas rester figé si on voit que c'est complètement crispé, pas du tout. Ok, c'est pas l'idée. Stable ne veut pas dire raide. Souvent les élèves confondent ces deux mots-là, très souvent. Et maintenant on les croche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ok. Voilà, donc là on a une gamme qui est en noir et en croche sur 2 octaves à 60 à la noire. Voilà, ça c'est très bon. À partir de là, on va pouvoir après voir peut-être changer de gamme, d'arpège, lorsque l'élève commencera à bien maîtriser cela. Mais normalement, arrivé aux vacances d'octobre, grosso modo, ou à la rentrée des vacances d'octobre, là l'élève logiquement est censé maîtriser sa gamme et son arpège, censé, on va dire, d'accord, pour être à peu près dans la progression qu'on demande dans une première année. Et donc à ce moment-là, on peut changer de gamme et d'arpège, et l'élève, s'il a vraiment pigé tout ce travail, à la fois mental, du corps, de ses méthodes, tout ça, automatiquement, il ne va pas avoir de mal, il va avoir beaucoup moins de mal, en fait, à s'adapter aux gammes ou aux arpèges suivants, parce que c'est la même chose qui va se reproduire, sauf qu'il faudra faire attention aux touches noires, aux écarts qui ne seront pas pareils, mais les méthodes étant toujours les mêmes, il va l'appliquer naturellement et le professeur lui montrera, bien entendu, c'est son rôle. Mais donc du coup, il y aura une capacité d'adaptation qui sera beaucoup moins
difficile en fait, si vous voulez, par rapport à la première fois. La première fois, c'est toujours la plus difficile, bien sûr, quand on commence ces gammes et ces arpèges. C'est pour ça qu'on reste, allez, au moins un mois et demi ou 2 mois sur une même gamme et arpège. Et après, on va changer normalement plus rapidement, hein. Logiquement, hein, on ne passera pas autant de temps, normalement, hein, d'accord. Bon, bref. Ok, la main gauche. Allez, c'est parti, pareil. Ouais, on a le sol qui est là, donc hop, c'est parti. On travaille. Allez, l'avant-bras est en face, c'est bon. Le poignet tombe pas, c'est pas raide. Ok, ça fait pas des grands zigzags. Et tout va bien. Voilà, petit décalage au fur et à mesure, hein, toujours. Hop, ça c'est facile. Hop, là il commence à y avoir un décalage. Hop, le 4. Physiquement, hop, il va nous plonger un peu par ici. Hop, le 4, oui. Hop, c'est lui qui est responsable. Hop, si on avait mis un 3, on n'aurait pas besoin de bouger autant. Même pas du tout. Alors que là, hop, le 4 va nous enclencher un mouvement. Hop, au sol. Hop, encore un nouveau mouvement, qui est le dernier. Hop. On revient. Voilà qui est pas évident. Hop, on décale un petit peu l'avant-bras. Parce qu'après, il va se positionner finalement dans la position, bah oui, il va se mettre en situation de position finale en quelque sorte. C'est pour ça que lorsqu'il est là, l'avant-bras, hop, non seulement il va aider un petit peu le pouce, parce que c'est un écart quand même qui n'est pas petit, mine de rien, mais en plus, l'avantage de le mettre là, c'est que, j'accélère un peu, mais hop, hop, il est placé pour toute la suite. Hop. Et hop, là on a un mouvement en effet. Donc hop, sur le dos, l'avant-bras commence à se décaler. Hop, et là c'est bon, il n'a plus besoin de bouger. Il est passé. Là quand je fais ça, je fais Do, Ré, Mi, Fa. On n'entend pas le Do. Hein. Do, Ré, Mi et Fa. Puisqu'il y a le Do avec, on peut l'inclure, c'est la fin de la gamme. Comme on l'avait inclus tout à l'heure, hein, ici, Sol, La, Si, Do. À la main droite, hein, d'accord. Donc hop, Do, Ré, Mi, Fa, La, Si. Ok, on peut tout faire, enfin on peut essayer de plaquer par groupe de notes. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. Et hop, 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 hop. Ok, on peut isoler le pouce. 3, 2, 1, 4, 3, 2, hop, l'avant-bras se décale. C'est à ce niveau-là, finalement, hein, qu'on a le plus grand décalage. Hein, okay, donc ça, c'est bien travaillé comme ça aussi. Hop. On peut isoler le passage en question et hop, commencer à travailler un peu dans ce sens-là. Hop, hop, puisque c'est là qu'on aura le plus grand mouvement, finalement, au niveau physique. Hop. Et hop, on peut monter. Bon, ok. Le piqué lié. Toujours, hein, peu importe comment dire, la force que je mets dans le doigt, le corps reste détendu. Ah, c'est détendu. Je fais d'abord travailler mes doigts comme toujours, et le corps après participe, suit le mouvement naturel des doigts finalement, tout simplement. La direction générale. Hop, voilà. Là on ne cherche pas à être complètement en face, c'est impossible, ça sert à rien, d'accord. Et au contraire, c'est crispant. Voilà. L'avant-bras est bien comme ça, il n'a pas besoin de trop avancer, il est plutôt placé. Là c'est le poignet qui, vous voyez, était comme ça, hop, commence à tourner. Hop, hop, on se lève toujours, hein. J'espère qu'on ne tombe pas, hop. Voilà, là l'avant-bras est bien, mais bientôt il va bouger, le pouce se met dessous. Et là, hop, il donne un petit coup. Pour bien anticiper ce pouce et pour se placer dans une position finale. Voilà, là il est bien. Il n'a plus besoin de bouger. Le pouce se met dessous. Hop, voilà. Hop, c'est bon. Là on est tranquille. Bon, ok.
des positions analysées, hein, finalement on a cette position-là en quelque sorte, puis hop, on a un grand décalage, et là c'est bon, c'est les doigts qui vont se débrouiller, hop, et puis là, hop, là mon bras redécale, et c'est bon, on est tranquille jusqu'au bout. Pour 2 octaves, hein, bien entendu, parce que si on va sur 3 octaves ou 4, eh ben, il y aura toujours une adaptation hein, physiologique qui fera que les mouvements seront différents. Je vérifie, pardon, c'est bon. Et que ben, voilà, le corps devra s'adapter, hein, bien sûr, sur une plus grande distance, donc il y aura plus de mouvements analysés, mais pour l'instant, ben, on débute, hein, en quelque sorte, hein, l'élève débute, donc on ne peut pas prendre une distance si grande. Donc bref, là on est à 60 à la noire, avec les noirs et les croches sur 2 octaves, ok. Alors on peut toujours faire cette même méthode que j'avais donnée aussi précédemment dans un exercice de Dozanodei, et même, je ne sais plus dans quoi, dans les notes tenues, je crois que j'avais fait ça. Un exercice de note tenue, on peut l'appliquer également ici pour ceux qui auraient des problèmes de rythme, hein, bien sûr. C'est-à-dire, je vais le faire sur la main droite, mais peu importe, non sur la main gauche finalement, on va jouer le jeu, hein, on était sur la main gauche. Donc, hop, on va dire qu'on a le métronome à 60, hein, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de planter les temps, en fait, et après de faire du remplissage avec les croches. Donc, le premier temps, c'est le Do qui le joue, et puis après, le deuxième temps, c'est le Mi qui va le jouer. Puisque le Ré est une croche, en fait. Croche, 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 d'accord? Ok? Si on considère l'exemple des croches, hein, bien sûr, hein, je m'attaque à cet exemple-là, pour essayer de bien caser les croches avec le métronome. Le métronome, donc, vous donne finalement les notes, bah, une note sur 2 en quelque sorte. La première note, la troisième note, la cinquième note, la septième note, la neuvième note, la 11e, etc. D'accord? Et au milieu, c'est à vous de caser dans le contretemps l'autre note. Bref, donc, Do, Mi. Do, Mi, plusieurs fois. Et puis après, on va remplir le temps. Do et Mi. Do, Mi. Do et Mi. Maintenant, le Mi et le Sol. Sol, Mi, Fa, Sol. Do, Mi, Sol. Do et Mi et Sol. Ensuite, il y aura le Si plus loin. Do, Mi, Sol, Si. Et attention de mettre les bons doigts. 5, 3, 1. Puis après, le Si sera joué avec un deuxième doigt, pas avec n'importe quoi. Hein, ok? 5, 3, 1, 2. 5 et 3 et 1 et 2. Et après, ça sera un Ré avec le quatrième doigt. Donc 2, 4. 2 et 4. Pardon. 2 et 4. 5, 3, 1, 2, 4. 5 et 3 et 1 et 2 et 4. Bon, c'est bien, ok, je ne vais pas te la faire en entière, mais bon, voilà, d'accord? Là, avec ça, normalement, vous avez un rythme qui est parfaitement calé au métronome. Alors moi, je le fais en accéléré, certes, vous pouvez le faire plus lentement, on peut le mettre à 50 à la noire. Et le but, en fait, c'est toujours pareil, on en revient toujours hein, la même suggestion hein, au niveau de l'apprentissage musical, c'est que c'est le rôle du cerveau qui compte, hein, comme toujours, c'est-à-dire que là, le cerveau va raisonner quels sont les temps, c'est la question à se poser, quelles sont les notes pardon, qui tombent sur les temps, quels sont les doigts que je vais mettre également, 5, 3, 1, 2, 4 par exemple, hein, on est arrivé là-dessus, hein, sur le 4, puis après le 2, le 3, le 1, 5, 3, 1, 2, 4, 2, 3 et 1, voilà, donc ça c'est à connaître. Et après, comment je peux remplir par rapport à ces temps? 5 et 3 et 1 et 2 et 4 et 2 et 3 et 1. Voilà, pour la montée par exemple. 5 et 3 et 1 et 2 et 4 et 2 et 3 et 1. Voilà, par exemple. D'accord? Donc voilà, il y a tout un raisonnement à faire. C'est ce qu'on appelle, hein, encore une fois, la réflexion. Là, c'est ce qu'on appelle le système logico-rythmique. On en parlait précédemment. Là, il n'y a pas d'automatisme. Les automatismes se créent après la réflexion, pas avant. Voilà, c'est après, d'accord? D'abord, le cerveau réfléchit, donne le bon signal, le corps réagit positivement, cherche par l'essai, et lorsque le corps est en corrélation avec le signal émis par le cerveau, alors il y a harmonie dans tous les systèmes, il y a mémorisation, et l'apprentissage hein, se déroule correctement, d'accord? On fonctionne comme ça. Donc c'est d'abord une histoire de réflexion et de raisonnement. Ok, bref, voilà. Bon, ça c'est bon. Ok, on passe aux arpèges. Pareil, 60 à la noire, noir et en croche. Ok, allez, c'est parti, on va travailler. Allez, hop, go, hop, boum, ouh, il est loin lui. Voilà.
Hop. Encore. Ok, voilà le premier exo. Voilà, ok. Tiens, ça, je reste un peu sur cette fameuse position, hein, on en avait parlé, hein, qui est inconfortable, hein, entre guillemets. Mais voilà, j'essaie de trouver une certaine détente, hein, en quelque sorte. Et la dernière fois, je me souviens qu'on l'avait même transposé, hein, n'est-ce pas? Sol dièse, do dièse, qui devient la ré. Ça, c'est très bon, toujours, hein, à faire. Hein, mi bémol, si bémol, si mi. C'est toujours bon, ça. C'est toujours valable, et ça le sera toujours, d'ailleurs, à n'importe quel niveau. Hein. C'est très bon, hein, d'arriver à créer une sensation confortable sur une position qui, à l'origine, est inconfortable, n'est-ce pas? C'est là qu'on voit vraiment les progrès qu'on a pu faire, dans le sens où le corps s'est adapté à une situation difficile et a trouvé à la fois un équilibre entre la musculature de sa main et la détente, hein, tout simplement, de son corps, qui lui permet d'avoir une sensation de bien-être, entre guillemets, hein, sur des positions qui sont complètement tordues. Bon, hein, d'accord? Voilà, donc ça, c'est très bon à faire, ok. Donc hop, voilà, on a été là, hop, hop, ok. Et c'est tout, puisque là, on a déjà fini, on arrive, hein, sur notre do aigu, hein. Ok, d'accord, c'est bon. On peut jouer ça comme ça, hop, voilà. Comme d'habitude, hein, il y aura une certaine mobilité du corps. On démarre ici, et hop, et on finit à peu près comme ça, hein, en face, comme d'habitude, hop, hop, hop. Bon, ok, d'accord. Depuis qu'il y est, toujours, hop. On détend. Ok, c'est parti. Donc, oui. Donc en noir et en croche sur 2 octaves. Hop. Avant-bras bien placé, c'est bon. On a toujours ce passage ici où il va y avoir hop, un décalage, comme d'habitude. Et pareil, hop, c'est ici que ça se passe. Hop. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est toujours au niveau de ce do-là, pour l'instant en tout cas, sur 2 octaves, hein, c'est la moitié bien sûr. C'est là où, hop, le corps va pousser pour la première fois, et puis au contraire, hop, va tirer, va revenir à sa position initiale, d'accord? C'est là que tout se passe, donc ça, c'est la zone vraiment à travailler. Hop, ça aussi c'est pas mal. Je laisse le do enfoncé avec le pouce. D'un côté, je fais le mi avec le deuxième doigt. De l'autre côté, je fais le sol avec le troisième doigt. Ça correspond au doigté que je mets dans l'arpège, hein, bien sûr. Hein. Je laisse le pouce enfoncé et hop, 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 hop. Ok. En essayant toujours de faire plus travailler la main que le reste du corps. Le reste, il faut avoir la sensation, bien sûr, hein, que le corps est complètement détendu, n'est-ce pas, pour que la main puisse opérer librement. Hop. D'accord. Hop. Hop. Ok. D'accord. Ok, on passe à la main gauche. Bon, je passe sur le travail mental, comme d'habitude. 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. N'est-ce pas? Là, je viens de dire la main gauche sur 2 octaves. Je viens de dire les doigts, hein, que je mets à la main gauche sur 2 octaves, donc à 60 à la noire. 5 et en croche. 5, 3, 2, 1. Ok, je ne la refais pas. D'accord? Donc ça, c'est très bon à faire, hein, comme d'hab. Ok, bon, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça, voilà, ici. Hop. Voilà, c'est justement là qu'on va se décaler. Et hop.
voix se décale, ici. C'est là que c'est important. Hop, il vient se placer dans sa position finale. Le doigt tape, le corps est étendu. À tout moment, hop, on peut soulever. Dès que le doigt tapé, le corps est complètement détendu. À n'importe quel moment, peu importe, que ce soit un exercice avec des choses qui tirent aussi énormément, par exemple. Hop, voilà, alors qu'on a un grand écart, hein, position qui est assez tendue, mais même le quatrième doigt. Hop, c'est détendu. Hop, ouais, ok, d'accord. Ça, c'est un principe à garder toujours en tête. Hein. C'est ce qui fait qu'on n'a jamais de tension, de raideur, ni quoi que ce soit. Okay, donc ça, c'est le professeur qui doit faire prendre conscience, hein, de toutes ces sensations à l'élève, en stimulant toujours et en lui demandant de s'observer aussi, hein, physiquement. S'il commence à faire comme ça, à lever les épaules, ou à je sais pas quoi, ou à je trouve comme ça, ou comme ci, bon voilà, hein, ça, c'est une question d'observation. Hein. L'observation, ça reste une des qualités essentielles, hein, dans l'apprentissage d'un instrument. Que ce soit l'observation de soi-même ou de son professeur. Hein, peu importe, les deux sont complémentaires. Ok, on y va. 60 à la noire. Et les croches, donc maintenant. Attention à ce dos. Hop, décalage. Pareil, hop. Voilà. Là, j'ai suffisamment décalé assez tôt. Dès que le sol a été joué quasiment, hop, ça y est. L'avant-bras est déjà dans la position qu'il aura ici, en quelque sorte. Do, sol, hop, c'est bon. L'avant-bras sur le sol a entraîné tout le monde. Hop, c'est bon, on est tranquille. Voilà. Bon. Voilà, ok. Donc 60 à la noire, en noir et en croche sur 2 octaves pour les gammes et les arpèges. Ok. Bon, c'est bon, hein, je ne vais pas noter grand chose de plus, hein, c'est bien ça, ok. Alors évidemment, on fera le même travail pour ceux qui ont des problèmes rythmiques, c'est-à-dire qu'on fera le travail avec les temps, que l'on plante avec le métronome, et on fait du remplissage donc par-dessus. Donc là, a priori, on a un Do, et puis après un Sol, je parle évidemment des croches, hein, les croches sur 2 octaves. Donc, on joue les notes qui tombent avec le métronome. Do, Sol, Do, Sol, et on remplit. Do et Sol. Et Sol. Sol, Mi. On fera attention de mettre le bon doigt, merci. Sol, Mi. Sol et Mi. Sol et Mi. Sol et Mi. N'est-ce pas? Et quand vous, il faut beaucoup le dire aussi, hein, comment dire, le solfège, hein, comme on dit, mais surtout le parler, le dire oralement, hein, d'accord. La parole aide énormément. Hein. C'est un truc que vous pouvez très bien dire également avec le métronome comme ça. Do, mi, sol, do, mi, sol, do. Il faut avoir conscience vraiment de tomber pile poil sur les temps et que ce soit bien régulier entre les temps. Donc c'est un travail que vous pouvez faire oralement également, c'est très bon. Hein. Do, sol. Do, mi, sol, do, sol, do, mi, sol. Et par pitié, quand vous le dites oralement, commencez pas à dire do, sol, do, mi, sol. Oh là 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 là. Alors ça, c'est le genre de truc, hein, évidemment, on s'endort, c'est chiant à mourir. Donc du coup, voilà, y a une certaine énergie aussi, hein, qui se dégage, hein, de chacun d'entre nous lorsqu'on est au piano. Et alors ça, c'est aussi, ça fait partie des choses qui sont hyper importantes, je trouve. C'est qu'on voit tout de suite les élèves qui intérieurement n'ont pas cette énergie en quelque sorte. Il faut que ça sorte. Quand on dit des choses oralement, quand on récite des notes ou quand ceci, on y met une certaine énergie sur chaque note. En fait, si vous voulez, do, sol, do et sol. Pour que justement ça stimule en fait le jeu automatiquement. Déjà, ça va le stimuler mentalement au niveau de la diction et ça va se communiquer dans le corps automatiquement. Ouais. D'accord? Il ne faut pas commencer à faire ça vraiment tout mollasson, do, sol, do, mi, sol. Là, il n'y a aucune notion de rythme. Le rythme, c'est l'expression de la personnalité, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc du coup, ça joue un rôle hyper important dans l'apprentissage musical. Donc ça aussi, voilà, y mettre vraiment un certain entrain et dire les choses bien comme il faut, bien vraiment planter les temps. Do, sol, mi, sol.
do, sol, mi, do. Pour aller à la plus haute, ah, do, ok, do, sol, mi, do, do, sol, avec les bons doigts, c'est encore mieux. Do, pardon, do, oh, do et sol et mi et do, do et sol et mi et do et mi. Si on veut revenir, do, mi, do, mi, do et mi, sol, do et mi et sol et do. Bref, ok, voilà. Là, il y a vraiment tout hein, pour bosser avec ça. Ok, on passe à l'exercice de note tenue. Alors ouais, j'ai noté aussi 60 à la noire. En noir et en croche, pareil, ok. On aligne vraiment nos trois exos de la même façon. Gamme, arpège et note tenue. 60 à la noire, en noir et en croche. Donc du coup, il y a toujours l'histoire de remplissage avec les croches qui devient intéressant. Ça apporte une certaine rigueur hein, pour le rythme, hein, on vient de le voir, n'est-ce pas? Et il y a une certaine énergie aussi qui doit se dégager hein, quand même. Hein, voilà, il faut inciter les élèves aussi dans ce sens, n'est-ce pas? Donc, l'exercice de note tenue, bon, bah allons-y, hein, donc do, ré, mi, fa, sol, là on enfonce tout. C'est parti, on alterne deux doigts, donc do, ré, do, ré, do, ré, do, ré, do. On est au niveau du rythme. On va donc faire 4 noirs, 8 croches, une ronde, pour l'instant. Ok? C'est parti. 1, 2, 3, 4 pour les noirs. Maintenant, les croches de 3, 4, 5, 6, 7, 8, rondes. 2, 3, 4. Et on inspire toujours avant de démarrer. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rondes. Et on le dit oralement, éventuellement, c'est encore mieux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rondes. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rondes. Hop, oh, c'est bon. Ok, à n'importe quel moment, hein, on a pu soulever. Ok, d'accord. Il y avait une certaine détente. Le son était quand même suffisamment fort, on va dire. C'est pas la peine hein, de taper comme un malade, ça ne sert à rien. D'accord. Mais essayez non plus de ne pas faire. Hein, d'accord. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Hein, ok. Le but étant de développer quand même une certaine force de frappe, hein, d'accord. Hop, avec le doigt, d'accord. Et une espèce d'amorti au niveau du corps, comme d'habitude, hein, d'accord. Ok, bon, ça c'est fait. Donc alors pareil, hein, on pourra très bien travailler les temps eux-mêmes, hein, d'accord. Donc là par exemple, on va prendre directement l'exemple des 4 et des 5, parce que c'est en général hein, ce qui plante, hein, en quelque sorte, parce que ce sont des doigts faibles, c'est normal, d'accord. Donc, les temps par exemple sont sur le 4e doigt. 4, 4, 4, 4, et puis après il faut imaginer le 5. 4 et 4 et 4 et 4 et 4, 4 et 4 et 4 et 4 et 4. Voilà, par exemple, hein, d'accord, on pourrait prendre le même cas sur toutes les combinaisons, hein, d'accord. Ok, alors je me mets là pour la main gauche parce que j'en ai marre de ce dos. Ok, voilà, on va se mettre là. Pour vous, c'est pas utile. Ok, c'est parti. Donc, pareil. 1, 2. Alors, je commence toujours par les pouces et les 2, hein, d'accord. Jamais par les 4 et les 5. Bah, parce que bon, il faut quand même bien chauffer la main, hein, d'accord. Ce genre d'exo, logiquement, on devrait le faire lorsqu'on se met au piano, hein, pour chauffer justement les muscles de la main, en quelque sorte. Hein. Donc, si on se met au piano et que les mains sont encore froides, c'est bon. Il est quand même conseillé de commencer par le pouce et le 2. L'idée n'est pas de traumatiser les élèves, comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Bon, voilà, ok. Ça permet d'avoir une meilleure approche, une approche plus confortable en quelque sorte, hein, c'est normal. Hein. Ok, on y va. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rondes. 4 noirs, 8 croches, une ronde. On respire. 2, on oxygène les muscles et le cerveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rondes. On est investi, on a de l'énergie dans le corps. Ok, les doigts aussi. Hop, on y va, on y croit. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
jusqu'au bout, hein, c'est bon. Donc, au passage, hein, d'accord. On ne lâche pas, il faut faire comprendre, hein, aux élèves, c'est exactement comme au sport, vous pouvez prendre tous les sports que vous voulez, on s'en fiche, hein, la course, la natation, là, hein, ok. On ne lâche pas jusqu'à la ligne d'arrivée, hein, on continue, on s'obstine, hein, d'accord. Il y a une histoire aussi de persévérance, d'obstination. Il y a des difficultés qui sont inhérentes à l'apprentissage d'un instrument. Il faut bien le comprendre, hein, à ça aussi. Alors là, on en arrive à un autre sujet, hein, on finira là-dessus. Je ne vais pas trop le détailler parce que il y en aurait encore besoin, enfin on aurait encore besoin d'une heure de plus, mais c'est pas le but du sujet. Mais ça aussi, vous voyez, c'est toute la question du plaisir et du travail, hein. Combien de commentaires on entend, attention, il faut que tu gardes toujours le plaisir, il faut que ceci, cela, la musique doit être un plaisir, mais bon sang, mais les gens oublient complètement qu'en fait, il y a, c'est ce que je viens de dire, des difficultés qui sont inhérentes à l'apprentissage d'un instrument. Ça, vous n'y pourrez rien, plaisir ou pas, hein, ça ne changera rien à ça, rien du tout, hein, voilà. Vous aurez beau mettre le plaisir en valeur autant que vous voudrez, ça ne changera rien du tout. Pas de travail égale pas de progrès. Travail égale progrès. Le plaisir, vous pourrez le mettre où vous voudrez. Mais en tout cas, travail égale progrès. Ça, vous ne le changerez jamais. Voilà. Ok. Donc du coup, comment faire? Mais c'est très simple. Ce qu'il faut essayer de faire, au début, c'est vraiment un conditionnement psychologique dans le sens où je vais vous donner un exemple très simple. Voyons, ouais, le lundi, j'ai le temps de travailler mon piano, le mardi aussi, enfin, quand je dis le lundi, le mardi, c'est plutôt le matin, hein, après j'ai mes cours, hein, bien entendu. Le mercredi, je peux travailler vraiment tôt le matin, de 8h à 9h. Le jeudi, pareil, un petit peu tôt, si un peu plus, on va dire de 8h à 10h. Et le vendredi, bon, on va dire que j'ai pas le temps, enfin je pourrais, mais bon, je le fais pas, parce que sinon les voisins pèteraient un plomb au bout d'un moment, parce que j'ai déjà travaillé le jeudi, hein, de 8h à 10h, donc c'est trop, et le mercredi de 8h à 9h. Bref, ok. Donc tout ça pour dire que, en fait, le travail, et c'est ce que je faisais aussi quand j'avais 10 ans, il faut le savoir, hein, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Les gens pourraient croire, oh, mais oui, mais toi tu es professeur de piano, gna 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 gna. Oui, bien sûr. Quand j'étais ado, je voulais être pilote de chasse. Voilà, on en est loin, hein, du résultat quand même, hein. Je voulais aussi être prof de maths et prof d'anglais. On en est très loin quand même, hein, d'accord. Ok, donc je savais absolument pas que j'allais devenir professeur de piano, hein. Mais alors j'étais à des années-lumière de m'en douter. Et donc bref, je faisais comme ça à l'époque. Je prenais mon emploi du temps quand j'étais, je sais plus, moi au collège, je me souviens plus. Je commençais à 10 ans, donc 10 ans on est quoi, on est au primaire, hein, à 10 ans, d'accord. Et ben, je prenais mon emploi du temps et je mettais des croix là où je pouvais jouer du piano. Je savais que je me souviens plus maintenant, c'est il y a trop longtemps, mais je savais que le lundi j'invente, de 17h à 17h30, je pouvais jouer du piano. Je savais que le mercredi de 14h à 15h, parce que j'avais des activités à côté, évidemment, je faisais du sport, donc j'avais pas non plus, hein, tout mon mercredi, samedi et dimanche pour bosser mon piano. Mais je m'étais mis des trucs dans mon emploi du temps, des espèces de petits carrés en disant que là j'avais 30 minutes pour jouer du piano. Là j'avais 15 minutes. Bon, là j'avais, c'était le week-end, j'avais une demi-heure. Bon, là j'avais ceci, cela, ok. Et je me mettais systématiquement au piano quand c'était le tour du piano, quoi, grosso modo. Voilà, je me posais aucune question, tout simplement. Et ce que ça fait, c'est que, bah, après évidemment, il y a pratique et pratique, hein. Si vous pratiquez le piano et que vous jouez pendant une heure en faisant rien et en n'écoutant jamais ce que votre professeur vous dit, vous n'arriverez à rien non plus. Il ne faut pas rêver, d'accord. Donc il y a un minimum de réflexion dans la pratique. Mais si vous le respectez et si vraiment vous vous organisez pendant la semaine, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Ça, c'est la partie travail en quelque sorte. Automatiquement, travail égale progrès. Si vraiment vous respectez, hein, ce que votre professeur vous a dit, et bon, encore une fois, il faut que l'enseignant aussi guide correctement son élève, bien sûr, hein, mais bon, normalement, c'est censé être le cas, normalement. Bon, mais si tout est bien clair au niveau des devoirs, bien organisé, les mouvements métronomiques, et même éventuellement, tiens, le lundi tu peux faire ça, le mardi pour changer tu peux faire ça, le mercredi, hein, d'accord, ok. Si tout est bien planifié, normalement, si l'élève respecte tout cela, l'élève travaille, il va progresser. C'est normal parce qu'il a les méthodes qui sont adaptées à son profil, à lui. Donc du coup, à partir du moment où il va y avoir des progrès,
là, il va y avoir du plaisir. C'est automatique. C'est toujours comme ça. La grosse erreur, c'est toujours, et ça c'est la conception moderne, hein, bien sûr, de mettre le plaisir en premier. Les gens disent, tiens, on débute le piano, oh, il faut se faire plaisir, il faut... Ah ouais, d'accord, oui, mais les gens oublient qu'il y a quand même un minimum de travail à la base. Qu'est-ce que vous voulez faire sans ce travail-là? Vous faites quoi? Vous ne ferez rien. Il ne faut pas rêver non plus. Hein, bon, c'est pas parce que vous jouerez que par le plaisir que vous allez en obtenir, et votre plaisir vous mènera à quoi? À rien. Parce que vous n'aurez pas le travail nécessaire avec, vous ne vous serez pas posé des questions, vous n'aurez pas fait marcher vos ménages. Donc du coup, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Le plaisir, il n'est pas à mettre en premier. C'est d'abord une espèce de routine. Alors attention, routine, ça ne veut pas dire faire toujours la même chose. Non, une espèce d'habitude en casant, en cochant, par exemple, je vais y arriver, des cases hein, dans son emploi du temps en se disant, le mercredi, ah, il est 16h30, je me mets au piano. Boum, voilà, ben, je me mets au piano. Je ne me suis pas posé la question de, oh, aujourd'hui, oh non, oh, j'ai pas assez de plaisir, oh, pour travailler mon instrument. Non, je m'y mets pas. Oh non, désolé, j'attendrai demain. Ouais, bah c'est bien. Ben, en faisant comme ça, ben, vous allez attendre une semaine de plus et vous aurez rien foutu pendant une semaine. Donc c'est un choix, d'accord? Donc soit vous faites le choix de vous dire, tiens, il est 17h, on est mardi, je joue du piano. Tiens, il est 8h30, il est mercredi, tiens, voilà, j'ai noté que je vais jouer du piano, je mets mon piano. Ah, qu'est-ce que mon prof m'a demandé? Ah, il m'a dit de faire du travail comme ci, comme ça. Tiens, attends, je vais tester, machin. Automatiquement, il y aura des progrès. Il ne peut pas ne pas y avoir de progrès. C'est pas possible, puisque vous vous investissez et que vous faites des choses qui sont adaptées pour vous. Donc, vous ne pouvez pas ne pas progresser. C'est pas possible. À partir du moment où vous aurez fait vos progrès, automatiquement, il y aura de la satisfaction et du plaisir qui va renforcer la routine, entre guillemets. C'est-à-dire que ça va renforcer le plaisir que vous aurez à travailler. Il faut savoir que le plaisir fait partie intégrante du travail aussi. C'est important de le comprendre, de le concevoir. Mais je trouve, voilà, ça c'est tout un débat, hein, on en reparlera une prochaine fois, mais je trouve que la notion de plaisir n'a absolument pas la place qu'elle devrait avoir actuellement dans l'apprentissage musical. Et ça, c'est la faute essentiellement de l'éducation des parents. J'ai pas honte de le dire, hein, essentiellement. C'est-à-dire qu'à force d'insister sur ce mot, le plaisir, qui est très bien à la base, mais ils l'ont tellement déformé qu'ils l'ont mis à une place qui n'est pas la sienne, pas du tout. Le plaisir vient une fois que l'élève a travaillé, a progressé, et ça vient très rapidement. Mais le problème, c'est que souvent l'élève, bon, qui est influencé par son éducation parentale, c'est normal, il est tellement influencé par cette histoire de plaisir en premier qu'il constate que ça ne lui fait pas plaisir, en gros, hein, de se mettre au travail, comme on dit. Il ne le fait pas, donc il ne progresse pas, donc il n'a pas de plaisir. Ah ben évidemment, après ils se plaignent. Après, souvent, les élèves se plaignent, ils disent « Oh oui, mais bon, moi j'aime pas faire ceci, j'aime pas... » Ah bah, bon, bah, d'accord, il y a un choix aussi quand même hein, dans l'apprentissage, n'est-ce pas? Donc il faut essayer de raisonner un peu, de réfléchir hein, à tout ça. Le plaisir vient, mais le plaisir, il n'est pas en premier. Le plaisir, il sera en premier à partir du moment où il y a eu le travail. Au tout début, c'est le travail, les progrès, et donc la satisfaction personnelle, et donc le plaisir. Le plaisir va entraîner un travail supplémentaire, qui entraînera des progrès supplémentaires, qui eux-mêmes entraîneront une notion de plaisir supplémentaire. Et à partir du moment où l'élève aura compris, aura pris conscience et aura appliqué, aura compris que le travail est source de plaisir et pas le contraire, alors à ce moment-là, il se mettra toujours au travail et il se fera plaisir en travaillant, justement. Voilà. Bon, comment dire, c'est une façon de voir les choses, hein, parmi tant d'autres. Hein, les autres opinions sont respectables, bien évidemment, mais c'est comme ça en tout cas que je le vois. Voilà, allez.